J'ai lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Je vais avoir 17-18 ans. Je crois que ce qu'on lit à cet âge-là laisse sa marque. Son interprétation, la construction des femmes. On n'est pas femme, on le devient. Donc, on ne croit plus aux hormones, on ne croit plus à l'essence féminine, etc. C'est un construit. Et par la suite, bon, je suis allée dans l'histoire, je suis devenue historienne. Et tout à coup, j'ai fait le lien. On pourrait faire l'histoire des femmes. C'est comme si les morceaux d'un casse-tête, ça a donné une cohérence. Une cohérence au monde autour de moi et une cohérence à ce que j'étudiais aussi. 4, 3. Cette semaine, les publications universitaires abordent la vie d'une intellectuelle oubliée en compagnie d'André Lévesque. Et ce qu'on te dit, c'est à peu près tout. Ah bon? Dans tout? Mais quand on fait la part des choses, on voit bien où elle penche. Elle sera avec nous pour parler de sa biographie d'Eva Circé-Côté, publiée aux éditions du Remue-Ménage. Quand Eva Circé-Côté parle de l'éducation, elle parle de 3 choses. L'éducation des filles, l'éducation obligatoire et l'éducation laïque. Absolument. Il faudrait peut-être remonter pour voir d'où ça vient, cet intérêt pour l'éducation. En fait, Eva Circé-Côté est une libérale dans le sens des Lumières de la fin du 18e. Et si on est libéral, on est pour le progrès. Elle est progressiste et le progrès, on croit vraiment au progrès de l'humanité. C'est linéaire, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Il y a peut-être des petits reculs, mais c'est toujours pour une bonne cause. Et le progrès va arriver quand les gens seront éclairés, quand les gens sauront. Donc ça arrive par l'éducation. Maintenant, c'est encore plus pertinent au Québec à cause de l'importance de l'Église, qu'elle associe aux superstitions, aux miracles, tout ça. Si les gens ont une certaine éducation, ils croiront plus aux superstitions, ils iront plus voir les diseuses de Bonaventure, par exemple, et puis ils croiront plus aux miracles. Ça fait tout partie du même tout. Alors, comme vous le dites si bien, oui, l'éducation, c'est pas juste l'éducation abstraite. Il faut une éducation obligatoire. Et là, le Québec est le seul endroit au Canada à l'époque où l'éducation n'est pas obligatoire. Les enfants, ils vont jusqu'à la communion solennelle en général. Bon, ils laissent à 12 ans peut-être, mais il reste que c'est pas poussé très loin. Alors, elle doit être obligatoire, elle doit être gratuite, elle doit être laïque, bien sûr. L'éducation pour tous permettrait justement aux gens d'être plus avertis et servirait la démocratie. On saurait pour qui on vote. On voterait pas seulement pour les beaux yeux d'un candidat ou pour ceci, cela. Et ça conduirait au suffrage universel que nous n'avions pas parce que les femmes ne pouvaient pas voter. Donc, on n'avait pas le suffrage universel. Mais... Donc, pour la démocratie, il faut l'instruction obligatoire. Il faut qu'elle soit gratuite pour que tout le monde puisse y aller aussi. Et il faut réformer les programmes d'études parce que ça en prend beaucoup au collège classique. À quoi ça sert? Et ça, c'est pour ça, c'est le progrès. Elle est pour la modernité. Donc, le grec puis le latin, là, non, c'est pas pratique. Elle est pour une éducation pratique, pour des écoles techniques partout, pour des écoles d'agronomie, etc. Et l'éducation des filles en particulier, parce qu'elle était d'autant plus négligée. Donc, la réforme des programmes, quand elle dit les garçons vont apprendre les sciences, mais les filles vont apprendre la broderie, par exemple, ça, elle voudrait uniformiser. Et elle a eu l'occasion de mettre tout ça en pratique en 1908, quand elle et sa collègue Gaëtane de Montreuil, aussi une journaliste, fondent un lycée de jeunes filles, qui était sur la rue Saint-Denis, exactement où est le théâtre Saint-Denis aujourd'hui. Et dans ce lycée, justement, on enseignait autant des cours de commerce que des cours de français, de sciences. Il y avait vraiment un programme étendu pour les filles. Ça a duré 2 ans. Il y a eu une bonne chose qui est sortie plusieurs bonnes choses qui sont sorties de ce lycée, mais entre autres, ça faisait des années que les religieuses voulaient un collège classique pour filles. Et Monseigneur Bruchézy mettait ça sur les tablettes, puis on faisait rien. Alors quand les religieuses sont allées voir Monseigneur Bruchézy pour avoir le collège classique, elles ont dit, si on n'a pas le collège classique, les filles vont aller à ce collège laïque, ou même peut-être même à McGill, ce serait affreux. Et puis c'est là que Monseigneur Bruchézy a dit à la religieuse qui était là, ce lycée, je le tuerai. Eva Circé-Côté est née en 1871. Elle a été bibliothécaire, mais elle a également été une journaliste très active de 1900 à 1940. À quoi ressemblait la réalité de journaliste féminine à cette époque?
Il y en avait, bien sûr, mais c'était pas nombreuses, hein. Peut-être une dizaine, une douzaine, mais à partir de 1900 et même avant, hein, il y a Robertine Barry, il y a Joséphine Marchand-Dandurand, je veux dire, il y a dans les années 1890, on commence à avoir des femmes journalistes, et du côté anglophone aussi, au Montreal Star, il y en avait connues. Donc, mais c'était surtout un milieu d'hommes, ça faut s'entendre, là. La direction des journaux, par exemple, où elles écrivaient, était, bon, toujours des hommes. Mais c'était, si je cite Eva Circé-Côté, c'était la plus belle profession qu'une femme pouvait avoir, selon elle. Elle a deux carrières. Elle est bibliothécaire, elle est journaliste, mais elle est aussi dramaturge. Elle est connue comme poète, elle a fait de la peinture et elle a fait de la musique. Donc vraiment, c'est une femme de lettres, mais qui s'embrasse beaucoup, tout ce qu'elle a fait. Puis elle a écrit aussi le livre sur Papineau. Mais elle est très connue en 1900-1903, enfin. C'est quelqu'un, on la reconnaît dans la rue, quand elle sort du Monument National ou est la bibliothèque ou tout ça, on lui dit bonjour, elle est connue. Madame Lévesque, vous avez recensé 1799 textes d'Eva Circé-Côté, dont une bonne partie a été écrite sous des pseudonymes. Est-ce qu'elle a utilisé le pseudonyme seulement pour pouvoir percer la barrière sexiste ou c'était une culture journalistique populaire à cette époque-là? Je vais répondre à votre question, mais avant, j'aimerais vous dire que depuis ces statistiques, j'ai découvert quelques chroniques. On est rendu à 1803. Bon. Et la question des pseudonymes, en fait, on écrivait beaucoup, les hommes et les femmes, sous des pseudonymes à l'époque. Il y a un dictionnaire des pseudonymes au Québec. C'est extrêmement intéressant de le regarder parce qu'on peut chercher ou le pseudonyme ou le nom de la personne. Alors, vous voyez que, bon, Asselin, Groux, enfin, tout ce monde-là est aussi écrit sous des pseudonymes. Celui que j'aime en particulier, c'est Olivier Moreau, qui est devenu recteur de l'Université de Montréal, tout ça. Dans sa jeunesse, il est jeune prêtre. Il écrit au moins une douzaine de pseudonymes, dont de femmes aussi. Il écrit même dans un journal féminin catholique. Et il signe Blanche de Castille et quelque chose d'autre, pour faire passer un message pour des femmes, comme si c'était une femme qui écrivait, vous voyez, vous avez bien compris. Alors, les femmes écrivent comme les hommes sous des pseudonymes, mais il y a aussi d'autres raisons, pour Eva Circé-Côté en particulier. Elle, en utilisant des pseudonymes masculins, parce qu'il n'y en avait pas tellement qui faisaient ça, elle échappe à la page féminine. Elle peut écrire, elle a la une dans les journaux. Alors que quand elle écrit au tournant du siècle, sous le nom de Colombine et Musette, ben, c'est pas la page féminine, mais elle est bon, c'est dans des journaux. Elle est là comme poète au tout début. Hein. C'est parce qu'elle a envoyé ses poèmes à Louis-Émile de Montigny, au journal Les Débats, qui lui demande de collaborer. Et puis, après, elle écrit des essais, des reportages sur des lieux au Québec. Elle va à Boucherville, elle écrit sur Boucherville, elle va à Longue-Pointe, elle écrit sur l'asile psychiatrique, je veux dire, et puis elle fait des... C'est très lyrique au début. Et, mais pour revenir au pseudonyme, disons qu'il n'y en a pas tellement qu'il y en a eu autant qu'elle, et que... À une certaine époque, oui, c'était très androgyne, hein, son pseudonyme Fantasio, qu'elle adopte, bon, quelques fois avant la guerre, mais avant 1909, mais ça commence en 1910, Fantasio. Elle va le garder pendant 10 ans au journal Le Pays. Et il y a une fois, elle écrit dans une chronique qu'un lecteur lui a demandé vous êtes madame, vous êtes monsieur, enfin, qu'est-ce que vous êtes? Puis elle se moque de lui, ben, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis comme ça me chante, parfois homme, parfois femme. Elle refuse de répondre. Et elle a gardé l'ambiguïté quand elle écrit sous le nom de Arthur Maheu, qui est un personnage humoristique, en fait. Là, c'est entendu, c'est à la première personne, moi, Arthur, dans mon petit village du Québec, parce que lui, c'est vraiment toute une personnalité, tout un personnage. Les autres sont interchangeables. Un des personnages marquants dans l'histoire de la vie d'Eva Circé-Côté a été son époux. En 1905, quel genre d'homme a osé se marier avec une féministe irreligieuse aux idées révolutionnaires? Et quel genre de femme a osé se marier avec quelqu'un qui attendait d'être intronisé à la loge franc-maçonne? Ça joue des deux côtés. Alors, lui, Pierre Salomon
Côté vient de Rimouski. Il a fait ses études au Collège de Rimouski à Memramcook au Nouveau-Brunswick. Il fait ses études de médecine. Il arrive à Montréal et il s'ouvre une pratique dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, qui était le village Saint-Jean-Baptiste à l'époque. Et comment ils se sont rencontrés, j'ai aucune idée, parce que j'ai eu aucun ou presque pas de papier personnel d'Eva Circé-Côté. J'ai pas de journal intime, mais ils ont tout de suite sympathisé. Et on voit que ses amis, c'est-à-dire les hommes qui étaient à la loge franc-maçonne à l'époque, on a des noms et tout, c'est des gens qui vont rester amis avec Eva Circé-Côté presque toute sa vie, la plupart. Les noms vont revenir. Alors cet homme-là, ce qu'on sait, c'est que dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, il est connu comme le médecin des pauvres. Et donc, il est près de milieux très avancés à Montréal et qui sont, bien sûr, mis au banc de l'Église. Parce que si on est franc-maçon, on est excommunié, on ne peut pas être enterré dans un cimetière catholique, par exemple. Et ça a l'air d'avoir été un mariage heureux. Elle l'a toujours dit, enfin, les quelques fois dont elle en a parlé, elle dit que c'était un mariage heureux, ils s'aimaient bien. Et elle avait une petite fille, justement. Donc, elle avait une petite fille qui est née, je pense, en 1906, donc elle aurait eu 3 ans quand il est décédé. Il meurt assez rapidement d'une tuberculose intestinale, enfin, à la fin, toute fin de 1909. Et selon ses propres volontés à lui, il demande à Eva Circé-Côté, sa femme, qui a toujours gardé son nom de fille avec le sien, avec le trait d'union, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, d'être incinérée et d'avoir des funérailles civiles. Alors, selon ses dernières volontés, c'est ce qu'elle fait. Et à l'époque, il y avait des cortèges funéraires. Hein, on marchait dans les rues, puis là, on était en hiver, on était à la fin janvier, là, 29, je crois, qui marchaient dans les rues. Il y a eu des centaines de personnes. L'évêque est intervenu, a interdit aux journaux de publier les noms des personnes parce que c'était tous les notables. Vous aviez les Chevins, vous aviez le député, vous aviez, bon, tous les gens de la loge. C'était pas n'importe qui était à la loge. Vous aviez les médecins hygiénistes de Montréal, ils sont presque tous passés. C'était des progressistes. Un journal, je crois que c'est La Patrie, a quand même publié les noms. C'est comme ça que je les ai. Et ça a créé un scandale.